raconte. Christophe Andelatte. Je vais commencer par vous dire les choses très clairement. Si vous sortez du couvent des oiseaux, si vous êtes une biche effarouchée, et surtout si vous faites encore pipi au lit, cette histoire n'est pas du tout faite pour vous. Pour être clair, ça n'est pas une histoire pour les marmots, ni pour les saintes ni touches, car il s'agit d'un double meurtre commis en juillet 2004 en Seine-et-Marne, dans le cadre de relations sadomasochistes. Un type qui ne jouit que quand les femmes souffrent, et qui a fini par en étouffer deux. Pour le débrief, l'avocate de l'accusé sera là, maître Daphné Pugliesi du barreau de Paris. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Les écluses sont des pièges à cadavres depuis toujours. Suicidés, assassinés, les corps finissent toujours par se coincer dans les portes. C'est le sale boulot du métier d'éclusier. Un matin de juillet 2004, le gardien de l'écluse de Fresnes-sur-Marne, sur le canal de l'Ourcq au nord-est de Paris, appelle les gendarmes. Ouais, un corps de femme, enfin, j'ai l'impression, mais sans certitude. Oui, il est très abîmé, et vous verrez, il est dans une position assez inhabituelle. Je pense pas que ce soit un suicide ou un accident. Vous arrivez ? Ok, je vous attends. Ce sont les gendarmes de la section de recherche de Paris qui débarquent. Bonjour messieurs. Vous me suivez ? C'est par ici. Bon, vous allez voir, c'est un peu particulier. Effectivement, pour être particulier, c'est particulier. Le cadavre est entièrement nu et il est ligoté avec du gros scotch, en position fétale. C'est-à-dire que le ruban adhésif passe derrière le cou et qu'il descend jusqu'aux chevilles qui sont attachées l'une avec l'autre. Et c'est une femme, en effet, à la peau plutôt mate. Bon, ok, on la sort. Sortir le cadavre de l'eau n'est pas une mince affaire. Le corps est très dégradé. Bon, alors pas de vêtements, pas de bijoux. Elle va pas être facile à identifier, cette femme. Naturellement, les gendarmes fouillent les abords du canal et ils ne trouvent rien. Ni bijoux, ni vêtements, ni voiture. Quand on trouve un cadavre non identifiable comme ça, il y a en général qu'une seule issue. Le fichier des disparitions inquiétantes. Avec un peu de chance, on va pouvoir coller un nom sur ce cadavre supplicié. En attendant, il y a du nouveau. Ouais. Un nouveau cadavre. Ouais, coincé dans l'écluse. Encore une femme, je crois. Et même particularité qu'hier. Oui, c'est ça. Elle est attachée en position fétale, elle aussi. Et voilà les gendarmes de retour à l'écluse. T'as remarqué la différence avec le corps d'hier ? Regarde, elle n'est pas ligotée avec du scotch, celle-là. Mais elle est ligotée avec des sangles. Et puis j'ai l'impression que le cadavre est mieux conservé que celui d'hier, non ? Il a dû séjourner moins de temps dans l'eau du canal. Bon, c'est parti, on la sort. Alors, nous sommes en présence d'un corps de femme, entre 20 ans et 25 ans, cheveux blonds, allure rondelette, point. Le corps présente des éléments qui peuvent aider à l'identification, une boucle d'oreille, un piercing au niveau du nombril, et un chouchou rouge dans les cheveux. Aucun autre élément, ni sur le corps, ni à proximité, point. 2 cadavres en 2 jours. Les gendarmes envisagent tout de suite qu'ils ont affaire à un tueur en série. On va voir si on va retrouver un 3e corps demain. Et en attendant, moi je propose qu'on mette une équipe en planque pendant quelques nuits. Et puis on verra bien. En attendant, les 2 cadavres sont autopsiés. Alors, dans les 2 cas, ces femmes sont mortes noyées. Noyées ? Ça veut dire qu'elles ont été jetées à l'eau vivante, ça ? Probablement. Et probablement que c'est pour ça qu'elles ont été ligotées, pour qu'elles ne puissent pas nager. Jetées à l'eau vivante ? Mais c'est une cruauté.
Ça y est, le fichier des personnes disparues a ouvert une piste, au moins pour le deuxième cadavre. Une famille de Saint-Même qui est sans nouvelles d'Angélique, 22 ans. Elle est partie le 19 juillet, vers 15h. Nous, on croyait qu'elle allait rejoindre son petit copain, Sylvain. Mais non. Et depuis, aucune nouvelle. Et c'est pas du tout son genre. Dites, madame, vous pourriez nous montrer une photo récente de votre fille Angélique? Merci. Je peux la garder? Oui, bien sûr. Vous pourriez aussi nous confier sa brosse à dents, madame? C'est pour identifier son ADN. Bon ben voilà, on vous tient au courant. La photo de cette Angélique ressemble beaucoup au deuxième cadavre. Les gendarmes comparent l'ADN de la brosse à dents à celui du corps. Je ne vais pas laisser traîner le suspense. Il s'agit bien d'Angélique Despostes, 22 ans. Les parents ont parlé d'un Sylvain qui serait le petit copain d'Angélique. En enquêtant sur tout son entourage, les gendarmes identifient d'autres proches. Grégory, l'un de ses ex, dont les parents disent qu'il a été assez violent avec Angélique. Et puis Cyril, son meilleur ami, qui fait tout de suite tiquer les gendarmes. Moi, franchement, c'est ce Cyril qui m'intrigue. Les parents racontent que depuis qu'Angélique a disparu, ils passent tout le temps les voir pour avoir des informations sur les résultats des recherches, sur l'enquête, etc. Et ça, bon, d'expérience, c'est toujours un peu suspect. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'on a sur ce Cyril? Les parents racontent que lui et Angélique ne se quittaient pas, au point d'ailleurs que le Cyril faisait un peu partie de la famille. Ils m'ont dit qu'il déjeunait souvent chez eux. Bon, ils ont l'air de bien l'aimer, malgré son look. Son look? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un gothique, figure-toi. Donc cheveux longs, avec une partie du crâne rasé. Et de quoi vit-il? Il est intérimaire. J'ai vérifié, il gagne sa vie. Et il paye son loyer. Il faut qu'on le voie, lui, Tu le convoques? Et voilà donc Cyril face aux gendarmes. Dites-moi, jeune homme, quelle est la nature des relations que vous aviez avec Despostes Angélique? Vous voulez savoir si je couchais avec elle, c'est ça? La réponse est non. On était des amis très proches. Elle me racontait tout, et moi pareil, mais c'est tout. Vous l'avez vu le 19 janvier, jour du meurtre? Non, je l'ai pas vue. Est-ce qu'elle était au courant, Angélique, de vos antécédents? Mes antécédents? La plainte, monsieur, qui a été déposée contre vous il y a un mois. Ça c'est un truc que les gendarmes viennent de découvrir. Il y a un mois, une jeune femme a déposé plainte contre lui et elle l'accusait de l'avoir séquestré au cours d'un rapport sexuel. Elle l'a même dit qu'il était pervers et s'adonnait à des pratiques sadomasochistes cruelles. Cruelles? Mais cruelles comment? L'une des ex de ce Cyril gothique et ses meilleurs amis raconte, adepte du romantisme, s'abstenir. Oh ben c'est vrai que Cyril, il aime, disons, les choses un peu spéciales. Par exemple, à chaque fois que j'ai fait l'amour avec lui, il m'a attaché. À chaque fois. Oui. À chaque fois. Et attaché comment? Souvent, il m'attachait en position fétale, avec du gros scotch. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Le scotch, la position fétale. Le gendarme vient de faire un bond sur sa chaise. Mais il enchaîne. Ce garçon, mademoiselle, à votre connaissance, est-ce qu'il connaît l'écluse de Fresnes-sur-Marne? Ah ben oui, très bien même. Quand on était ensemble l'été, on allait se baigner là-bas. Nouveau bond du gendarme sur sa chaise, car au cours de son interrogatoire, l'autre a dit qu'il ne connaissait pas l'endroit. À ce stade,
les gendarmes sont quasiment convaincus qu'ils ont affaire à l'assassin d'Angélique. Et sans doute aussi de l'autre fille non identifiée pour l'instant. Moi, je pense que c'est lui. Mais bon, on va pas aller trop vite. Il y a aussi son petit copain, et puis il y a son ex. Il y a quand même une hypothèse dans laquelle ils s'y mettent à 3. Ou à 2. Ça, on peut pas l'exclure. Et donc, les gendarmes décident de les placer tous les 3 en garde à vue. Cyril, le meilleur ami, Sylvain, le petit copain, et Grégory, l'ex-petit copain. Ils commencent par aller chercher Cyril chez lui. Bien. Monsieur, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue et que nous allons procéder en votre présence à la perquisition de votre appartement. L'appartement est étrangement très bien rangé. Rien qui dépasse. À part ça, il y a des posters de femmes à poil sur tous les murs. Et dans le placard, des revues, disons, olé olé, dont certaines sont 100% consacrées à ce qu'on appelle le bondage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est une pratique sexuelle qui consiste à attacher son ou sa partenaire. Capitaux? Hé! Viens voir, regarde! Aux 4 coins du plumard de Cyril, il y a des anneaux fixés au sommier. C'est comme ça que les sadomasos en général attachent leur partenaire. À part ça, t'as trouvé quelque chose d'intéressant, toi? Non, rien du tout. C'est quand même étonnant, non? Les gendarmes n'ont trouvé ni menottes, ni scotch, ni sangle pour attacher les filles, et pas non plus de sextoy. C'est très étonnant pour quelqu'un qui a ce genre de pratique sexuelle. Il a dû faire le ménage. Et c'est parti pour la garde à vue des 3 zigotos. Assez vite, il apparaît que Sylvain, le petit copain, et Grégory, l'ex, sont hors de cause. Ils ont tous les 2 des alibis, ils n'ont pas pu commettre le crime. Alors ils sont relâchés. Et maintenant, les gendarmes vont pouvoir se concentrer sur Cyril. Et le concernant, ils ont des biscuits, des témoignages qu'ils ont pu recueillir dans sa résidence. Un voisin, par exemple, dit qu'il les a vus ensemble, Angélique et lui, le jour du meurtre, alors que lui dit qu'il ne l'a pas vu ce jour-là. Et 2 voisines racontent que le soir du 19, aux alentours de 23h, elles ont entendu un bruit sourd dans l'escalier, comme le bruit d'une poubelle, disent-elles, que l'on déplace. Et ces 2 femmes, monsieur, disent qu'au-delà du bruit de poubelle, elles ont entendu quelqu'un dire « Oh merde !» et elles pensent avoir reconnu votre voix. Ah ben, c'est possible, parce que c'est vrai que ce soir-là, j'ai bougé la poubelle, cherché un ticket de loto gagnant que j'avais perdu. Décidément, toujours rien à en tirer. Mais pendant la garde à vue de Cyril, l'enquête continue. Les gendarmes se sont fait remonter sa téléphonie et celle d'Angélique. Ils étaient ensemble la veille du jour où on a retrouvé le corps. Leurs 2 téléphones bornent chez Cyril. Et puis le lendemain, il a passé un étonnant appel à 6h30 du mat. Un appel à sa grand-mère. Les gendarmes la contactent. Ah ben oui, je me souviens. Il m'appelait très tôt, ce qui n'est pas trop dans ses habitudes. Il se lève jamais aux aurores, Cyril. Et vous vous souvenez de la raison pour laquelle il vous a appelé, madame? Oui. Il avait besoin d'un peu d'argent pour faire le plein de sa voiture. Et vous le lui avez donné, cet argent, madame? Oui, bien sûr. Donc il est passé chez elle le lendemain du meurtre. Alors est-ce qu'à cette occasion, il n'aurait pas planqué quelque chose chez sa mamie? Une preuve qui le relierait de manière irréfutable au meurtre d'Angélique. Cyril est toujours en garde à vue. Les gendarmes vont perquisitionner la maison de la mamie. Et ils trouvent tout ce qu'ils n'avaient pas trouvé chez lui, c'est-à-dire des godemichés, des bâillons, bref, tout un attirail acheté dans des sex shops spécialisés. Bon, allez, on envoie tout ça au labo. Eh oui. Si Cyril cachait tout ça chez sa mamie, il avait de bonnes raisons. Il a toujours dit qu'il ne coucherait pas avec Angélique, qui était sa meilleure amie. Si on retrouve l'ADN d'Angélique sur le godemiché, ça change tout.
En attendant, les gendarmes continuent leur perquisition et ils tombent sur un livre. Un drôle de livre qui a été évité. C'est-à-dire qu'on a creusé les pages pour créer une cache à l'intérieur. Et dedans, il y a 2 cassettes de caméscope. Alors on les visionne, ces cassettes. Je vous préviens, hein, c'est pas du tout fait pour les saintes nitouches. Oreilles chastes s'abstenir. Cela dit, faut pas traîner, l'autre est toujours en garde à vue, et si ces cassettes contiennent quelque chose de compromettant, il faut pouvoir le lui mettre sous le nez. Comme vous pouvez vous en douter, ce sont des images de parties de jambes en l'air sadomasées. On y voit l'oiseau avec une de ses ex-petites amies. Regarde-moi ça. Ça paraît clair, hein? Plus la fille souffre, plus le gars a l'air de jouir. Putain, il la fait pas souffrir qu'un peu. C'est un vrai sadique, putain, ce Marc. Regarde ce qu'il lui fait. Oh. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de la cassette. Vous n'avez pas une petite idée? Allez, faites un effort. Qui les gendarmes découvrent-ils attachés sur le lit de Cyril? Angélique, bien sûr, sa soi-disant meilleure amie. Elle passait à la casserole, elle aussi. Je sais pas si t'es d'accord, mais là, bon, au début de l'enregistrement, cette fille a l'air consentante, hein. Ouais, t'as raison. Mais voyons la suite, hein. La suite, elle a l'air beaucoup moins consentante. Notamment quand il lui colle dans la bouche un paillon avec une grosse boule à l'intérieur. Je vous jure que j'y connais rien, hein. Il paraît qu'on appelle ça un paillon godemiché. Regarde là. À partir du moment où il lui colle ce truc dans la bouche, on voit bien qu'elle panique. Elle peut plus respirer, quoi. Oh, putain, regarde là, elle étouffe. Merde, elle vient de perdre connaissance. Oh, nom de Dieu, c'est le film de sa mort. Ce film a été filmé le jour où elle est morte. Oh putain. Ça va? Vous tenez le choc? Il vous en raconte pas souvent, hein, tonton, des histoires comme ça. Et c'est pas fini. Parce que sur les cassettes, il y a une autre scène du même tonneau, avec une autre fille. Et elle aussi, sur les images, elle étouffe. Et si c'était l'autre cadavre, celui qu'on a repêché en premier dans l'écluse? Reprise de la carte à vue. Chez votre grand-mère, jeune homme, nous avons mis la main sur des cassettes vidéo. Ça vous dit quelque chose? Et sur ces cassettes, on vous voit avoir une relation sexuelle sadomasochiste avec Angélique, votre soi-disant meilleure amie. Pourquoi est-ce que vous nous avez caché que vous aviez des relations sexuelles avec elle, monsieur? Ah, c'était notre secret. Et puis aussi, c'était vis-à-vis de ses parents. Au cours de la scène que vous avez filmée, monsieur, il semble qu'elle étouffe. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle est morte, monsieur? Oh, mais pas du tout. Pas du tout, ça a rien à voir, rien. Moi, je suis pour rien dans sa mort, je vous jure. Et là, le capitaine qui mène l'interrogatoire lui déballe tous les éléments qu'il a contre lui. Le bornage du téléphone d'Angélique chez lui le soir du crime, le voisin qui les a vus ensemble, et la voisine qui a entendu un bruit de poubelle dans l'escalier. Qu'est-ce que t'as mis dans cette poubelle? Hein? Qu'est-ce que t'as mis dans la poubelle? Ok, je vais tout vous raconter. Et là, Cyril passe aux aveux. L'après-midi, je suis allé chercher Angélique chez elle en voiture. Quand on est arrivé à la maison, on a commencé une partie de baise. Je l'ai attachée et je lui ai mis un baillon double gode. Vous voyez, avec deux sexes en silicone, un dans la bouche et puis l'autre à l'extérieur. On a vu les images, monsieur. Et puis à un moment, elle m'a demandé d'arrêter et de la libérer, mais moi je l'ai pas fait parce que normalement ça fait partie de notre jeu, quoi, qu'elle me demande de la libérer, que je refuse. Alors j'ai continué.
Et j'ai pas compris qu'elle jouait plus. Et puis à un moment, elle s'est effondrée sur le canapé. Je me suis dit merde, elle s'est étouffée. J'essayais de la secouer, je lui ai mis des gifles, mais elle se réveillait pas. J'ai paniqué, je savais plus quoi faire. Elle était morte et je l'avais pas voulu. Là, il ment. Parce que souvenez-vous que le légiste a dit qu'elle était morte noyée, qu'on l'avait jetée à l'eau vivante. Ensuite, je suis allé chercher une poubelle dans le local poubelle de l'immeuble. J'ai pris la plus grande. J'ai fait glisser le corps d'Angélique dedans. Et puis j'ai descendu la poubelle jusqu'à la voiture. Et je suis allé le jeter dans le canal. Et avant de le jeter à l'eau, je lui ai fait un petit bisou sur la joue. Je voulais pas la tuer. Je voulais pas. C'est un accident. Et ta sœur, Cyril? Elle bat le beurre. Quand c'est un accident, on appelle les pompiers ou le SAMU. Il est peut-être temps que je vous donne le nom complet de l'oiseau, puisqu'il vient d'avouer. Koskinas. Cyril Koskinas. Monsieur, je vous informe que la veille du jour où on a découvert le corps de votre amie Angélique dans le canal, on a trouvé un autre corps de femme. Une femme morte dans les mêmes conditions, c'est-à-dire ligotée de la même manière. Qui est cette femme, monsieur? J'en sais rien, moi. Moi, je la connais pas, celle-là. Celle-là, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Peut-être. Mais le juge d'instruction le met en examen pour 2 assassinats. Et le juge des libertés l'envoie derrière les barreaux. Dans la foulée, le labo envoie au juge le résultat des analyses ADN effectuées sur l'attirail de Cyril Koskinas, et notamment sur le baillon Godemiché. Alors dessus, nous avons dégagé 3 ADN différents. Le premier est celui de M. Koskinas, le second celui de la victime, Angélique Despostes, et alors le troisième est inconnu. C'est un ADN féminin, mais il ne correspond à rien de ce que nous avons dans le fichier. Ce troisième ADN est-il celui du premier cadavre repêché? Oui, le labo le confirme. Mais qui est-ce? Pour l'instant, mystère. Bon, moi je vois qu'une solution, c'est-à-dire qu'on prend tous les numéros de téléphone que ce mec a appelé de son portable depuis 1 an, et s'il y en a un qui répond pas, c'est elle. Les gendarmes ne sont pas sortis de l'auberge. En 1 an, Koskinas a eu des échanges téléphoniques avec 500 personnes. C'est un travail de titan. Et à la fin, il ne reste qu'un numéro qui n'a pas été actif depuis le 7 juillet. Bon, alors, j'ai le nom de la fille. Elle s'appelle Omeima, je sais pas comment ça se prononce, Bourmani. 27 ans, d'origine marocaine, elle est escort girl, autrement dit prostituée. Les gendarmes vont voir ses parents et ils se font remettre une photo. La jeune femme sur la photo a les incisives supérieures qui se chevauchent, et celle du cadavre aussi. Et l'ADN le confirme, l'autre victime s'appelle bien Omeima Bourmani. Et son nom est dans le portable de Cyril Koskinas. Le jour où elle a disparu, elle a reçu un coup de fil depuis une cabine. Une cabine située très près de chez Koskinas. Et ça, au passage, ça signe la préméditation. Il l'appelle d'une cabine parce qu'il sait qu'il va la tuer et qu'il ne veut pas se faire pincer. Dernier détail qui signe le crime, chez la mamie, les gendarmes ont saisi une revue. Et dans cette revue, il y a une annonce d'Omeima Bourmani, escort girl. Il l'a entourée au stylo bille et il a écrit « Pute, elle fait tout ». Alors, est-ce qu'il veut bien avouer qu'il l'a tuée, celle-là, aussi? Mais jamais de la vie. Angélique, oui, c'était un accident, mais pas elle. Elle, j'ai rien fait. On verra si ça passe au procès.
Le procès de Cyril Koskinas s'ouvre en septembre 2008 devant la cour d'assises de Melun. Dans le box, changement complet de look. Plus de crâne à moitié rasé, plus de vêtements gothiques. C'est un garçon à l'allure classique qui se présente devant les jurés. Classique, mais fanfaron. Le président lui demande « Quel plaisir trouvez-vous dans les rapports sexuels sadomasochistes, monsieur Koskinas ?» Si vous connaissez pas, vous n'avez qu'à essayer. Faut pas mourir idiot, monsieur le juge. Et le reste est du même acabit. Si on en juge par vos aventures sexuelles, monsieur Koskinas, c'est pas des aventures sexuelles. C'était des plans cul, faut appeler un chat. Et c'est pas fini. Monsieur Koskinas, j'ai noté que vous aviez signé le procès-verbal de votre première comparution en dessinant un sexe d'homme. Pourquoi ? C'était pour faire chier le juge en max. Vous n'en avez jamais vu d'aussi belle. Toujours sur le ton de la provocation, au deuxième jour du procès, il suggère à la cour de visionner l'ensemble des vidéos. Les vidéos retrouvées chez sa grand-mère, soit 24 heures d'enregistrement. Même son avocate se fâche. Ah non, on ne verra pas tout. Le président décide finalement de montrer quelques extraits. On y voit les deux victimes attachées, ligotées et bâillonnées. Et lui, il se marre. Alors qu'en disent les psychiatres ? Un tel niveau de perversité chez un homme aussi jeune est très inhabituel. Ces traits que je qualifierais de pervers, on les trouve généralement chez des quadragénaires ou des quinquagénaires. À part ça, sur le fond, Koskinas reste droit dans ses bottes. Il a tué Angélique par accident et il ne connaissait pas Omeima. Personne n'y croit et donc il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Daphné Pugliesi, merci d'être là. Vous étiez dans cette affaire l'avocate de Cyril Koskinas. Une précision tout de même, vous n'étiez pas son avocate pendant l'instruction, mais uniquement au procès d'assises, c'est ça ? Absolument, je suis intervenue quelques mois avant le procès d'assises. Petite question et pardon d'avance. Quel âge avez-vous quand vous acceptez ce dossier devant la cour d'assises ? De mémoire, le procès a été jugé, je crois que c'était jugé en 2008, ouais. Donc j'avais 30 ans. Vous étiez à l'aise avec ce sujet ? Avec le sujet, il n'y avait pas de difficulté, dans le sens où quand on fait du pénal, de toute manière, moi j'avais déjà malgré tout des dossiers comme le dossier d'analyse, tout ça, donc j'avais déjà des gros dossiers de toute manière. Donc c'était pas le thème qui était gênant. En revanche, effectivement, le client n'était pas forcément, était assez sympathique, comme le sont souvent les clients, mais c'est voilà, à l'audience, ça n'a pas été facile à gérer. Il vous aide pas beaucoup à l'audience, hein ? Non, moi j'ai eu l'impression aussi de vivre un suicide judiciaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas envie non plus de se battre, d'expliquer les choses et qui finalement sait que le combat est déjà perdu d'avance. Ces provocations là sont incroyables. Quand il reprend le président en lui disant vous avez jamais vu une aussi belle bite. Oui, ça fait partie du personnage. Mais vous le préparez pas avant votre client pour lui dire ça faudrait pas. Alors, on prépare toujours les clients, ça c'est évidemment, on les prépare au fond, on leur rappelle leurs déclarations. Les siennes n'étaient pas forcément toujours cohérentes les unes avec les autres. Il y a des clients qui malgré tout gardent le contrôle et font ce qu'ils souhaitent faire lorsque l'audience arrive. C'est comme ça. Ouais. Alors il y a ce moment où il veut qu'on regarde la totalité des vidéos, c'est-à-dire les 24 heures de vidéos, et là vous vous levez et vous dites non. Non, mais il sait très bien qu'on va pas regarder les 24 heures de vidéo, il est dans la provocation à ce moment-là. Je pense que M. Koskinas sait que
le dossier est mauvais, comme on dit. Il y a beaucoup d'éléments qui sont à charge contre lui et que la partie est presque perdue d'avance. Donc voilà, il va être dans la provocation tout le long du procès d'ailleurs. Alors, il y a un petit détail que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je voudrais être certain que vous avez bien compris, ou alors qu'il n'y a rien à comprendre. Il les a jetés à l'eau vivante. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. En fait, lui, il explique, en tout cas pour Angélique, il explique que lorsqu'il la jette à l'eau, il est persuadé qu'elle est morte. Et lorsque l'on voit le rapport d'autopsie qui confirme que ce sont des morts par noyade, le rapport d'autopsie dit quand même, en tout cas s'agissant d'Angélique Despostes, qu'elle était dans un état d'inconscience et de coma, avec une anoxie cérébrale. Donc en fait, la question était plus de savoir si il était possible pour lui de comprendre qu'elle était encore en vie alors qu'il pensait qu'elle était morte. Et à cette question-là, le médecin légiste, en tout cas pour Angélique, alors que la réponse était moins claire pour Madame Bourmani, mais là il indiquait que c'était pas lui de toute manière qui l'avait jeté à l'eau. Pour Angélique, il indiquait que l'expert légiste, qu'il était possible de ne pas forcément avoir vu effectivement qu'elle était encore en vie parce qu'elle était dans un coma profond. Il y avait d'ailleurs de l'eau dans les poumons, mais peu d'eau, ce qui démontrait qu'il y avait une respiration très faible. Donc, on ne peut pas dire que sciemment il a jeté cette fille à l'eau vivante. Alors, à l'heure actuelle, la réponse à cette question, on ne l'a pas. Ouais. Il les a jetées et elles étaient vivantes. Est-ce qu'il avait conscience qu'elles étaient vivantes au moment où il les a jetées ? Ça, la cour d'assises n'a pas répondu à cette question. En revanche, la cour d'assises a répondu à la question de savoir s'il avait volontairement donné la mort à ces jeunes filles, que ce soit avant ou que ce soit au moment de la noyade. Et là, la cour d'assises a répondu oui. Alors vous avez fait le choix, de manière, j'ai envie de dire presque indépendante, de plaider la folie à ce procès. Ça veut dire que lui, il est d'accord avant le procès pour vous laisser faire ce que vous voulez. Alors, de toute manière, moi, je n'ai pas l'habitude de plaider contre l'avis de mes clients. C'est pas, on est quand même censé avoir un mandat. On n'a pas une liberté telle qu'on peut arriver et d'un seul coup prendre le contre-pied de nos clients. Pour ça, il faut aussi qu'ils soient d'accord. C'est un contrat de confiance qu'il y a entre l'avocat et son client, et donc qu'ils soient d'accord pour la stratégie d'audience. Donc, moi, je lui ai expliqué qu'il était fort probable que je ne sois pas forcément sur la même stratégie que lui. J'ai expliqué quand même dans ma plaidoirie, j'ai fait une première partie où j'ai défendu ce qu'il disait, mais j'ai expliqué que pour moi, le fait qu'il ait pu ne pas avoir conscience de la mort de ces jeunes filles, en tout cas de l'une d'entre elles, puisqu'il reconnaissait les faits pour l'une d'entre elles, qu'il n'ait pas prévenu les secours, parce que c'est ce qu'on fait normalement quand une personne va pas bien, on peut prévenir les secours aussi. Eh bien, cela peut-être procédait effectivement d'une personnalité psychotique et d'un trouble de la personnalité tel que moi je l'avais vu dans les expertises les experts n'avaient pas conclu du tout en une abolition. À l'abolition du discernement. Ni l'abolition ni l'altération, il n'y avait pas de conclusion en ce sens. Mais lorsque je lisais les rapports d'expertise, moi j'estimais qu'il y avait des choses qui étaient dites dedans et que quelque part les experts ne tiraient pas les conséquences de leur constatation. Mais les experts psychiatres ne vont pas jusqu'à dire qu'il est irresponsable pénalement, et donc elle est un peu perdue d'avance, votre démarche. Alors, elle est un peu perdue d'avance, mais moi, c'est ce que je ressens quand je lis ces expertises. Donc, je plaide aussi ce que je ressens. Et je me souviens très bien de l'expertise de messieurs Prosper et Dubuc, et de cette phrase qu'il y avait dans l'expertise qui disait, je vous la lis, dans cet entre-là, fortement sujet à caution, il est impossible de déterminer le niveau de conscience et d'intentionnalité qui pouvait être le sien au moment des actes reprochés. Alors, pardonnez-moi, mais cette phrase, elle veut quand même dire qu'on ne sait absolument pas s'il est conscient ou pas de ce qu'il fait au moment où il le fait. Donc, ça pose quand même la question du discernement, ça pose même la question de l'abolition du discernement. Et je trouve que écrire cela noir sur blanc dans un rapport d'expertise et venir expliquer derrière qu'en réalité, on est sur une personnalité perverse, et même la question de la perversité pose la question du choix. Parce que la question du discernement pose la question du choix. Est-ce que la personne a le choix ou non de ses actes ? Est-ce qu'elle a une conscience et est-ce qu'elle a un libre arbitre qui lui permet d'aller dans une direction ou dans une autre ?
même là, ça interroge. Voilà, donc je vous préciserai quand même simplement qu'il y a eu 2 expertises de psychiatrie avec des experts qui, de manière très étonnante, sont quand même allés le voir pour les premiers 5 fois et pour les seconds 4 fois. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été vue. Ah oui, au-delà des habitudes, hein. Au-delà des habitudes. Bien donc, au-delà. Je ne peux pas imaginer que les choses aient été si évidentes que ça pour nécessiter 9 visites d'experts psychiatres. Intéressant. Il n'était pas possible de plaider l'accident concernant Angélique, parce que il est assez convaincant quand il dit que le principe des rapports SM, c'est qu'elle demande arrête et que lui continue. Alors, moi, j'avais pas plaidé l'accident, mais j'avais quand même plaidé éventuellement les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, on a visionné les vidéos et les vidéos étaient très claires. En tout cas, elles s'arrêtaient à un moment donné où ni l'une ni l'autre des victimes n'étaient en souffrance. Sur la première, mademoiselle Despotes était plutôt joyeuse et rigolait des jeux sexuels qu'ils avaient. Sur la deuxième, madame Omena Bourmani avait un peu du mal à respirer, mais on avait plus l'impression à cause d'un rhume. Et en fait, à un moment donné, les vidéos coupaient. Oui. Donc on ne sait pas ce qui se passait ensuite. C'était la question qui finalement a été posée. Mais jusque-là, ces 2 victimes sur les vidéos n'avaient pas l'air de n'être pas consentantes. Pourquoi est-ce qu'il avoue avoir tué Angélique et pas Ouméma ? Parce qu'il ne peut pas dire 2 fois que c'est un accident. Alors, ça, c'est très compliqué. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et là-dessus, c'est pareil. Les experts psychiatres ont décrit, et là, pour le coup, ils ont vraiment expliqué que c'était tout à fait contre sa volonté. Ils ont expliqué que M. Koskinas, ils ont expliqué que c'était pas du tout des manœuvres feintes, mais que véritablement, il avait un problème de mémoire. Il avait une mémoire défaillante. Et que c'était pas fin, et qu'il reconstituait régulièrement les éléments, et que cette manière de reconstituer, notamment peut-être une non-culpabilité sur Omena, c'était une manière de s'abstraire du monde environnant, en fait. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'était de comprendre que lorsqu'il avait pu donner plusieurs versions au juge qui n'étaient vraiment radicalement pas les mêmes, en réalité, c'était une reconstitution, j'ai envie de dire sincère, de sa part, à laquelle, en tout cas, des reconstitutions auxquelles il croyait. Alors, et ce n'était pas un jeu du tout de chat et de souris, hein, c'était véritablement une reconstitution sincère. Et ils expliquaient qu'en fait, il avait des vrais troubles de la mémoire et qui étaient tout à fait réels. Il avait eu un très grave accident de moto assez jeune. Il avait été hospitalisé plusieurs mois et plongé dans le coma. Et donc, on se demandait s'il n'avait pas eu un problème à ce moment-là. Traumatique. Alors, je voudrais, pour terminer, qu'on revienne sur le cadre des 2 morts. Donc, on comprend, mais d'une certaine manière, c'est la base de la relation sadomasochiste, on comprend que pour prendre son pied, il a besoin que ses partenaires souffrent. Mais lui, il a besoin qu'elle souffre jusqu'à en mourir, c'est ça ? Alors, c'est le bout de son délire. Alors, c'est toute la question. Lui, il dit qu'il est dans le jeu, il est dans l'acceptation... une acceptation mutuelle, en fait. Hein. Lui, il explique que y a personne qui souffre. Et de fait, sur les vidéos, personne ne souffre. Et d'ailleurs, de fait, il n'est pas poursuivi pour une quelconque agression sexuelle ou un quelconque viol. Hein. Mais effectivement, les experts, eux, dans leur rapport, expliquent qu'il y a un jeu de souffrance dans la sexualité. Alors, jusqu'où c'était toute la question qui était posée à la cour d'assises. Et là, la cour d'assises, elle, en répondant qu'il avait volontairement donné la mort, a répondu à la question positivement. Moi, je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui, mais en tout cas, la réponse judiciaire, c'est celle-là. C'est que, manifestement, c'était jusqu'à la mort. Mais bon, moi, je ne suis pas tout à fait forcément convaincue de cela. Pas sûr de ça. Parce que si, pour aller jusqu'à un orgasme tellurique, il faut que sa partenaire décède, alors... il ne sera pas question qu'il sorte de prison, alors qu'il est conditionnable, aujourd'hui. Oui, alors, il est conditionnable, mais il a quand même pris une peine de perpétuité. On sait qu'il va pas... d'ailleurs, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis quelques années maintenant. Ça fait 4-5 ans
que je ne l'ai pas forcément vu, ni parce Il que n'a pas déposé de demande. Non, je pense que non. J'aurais été informée parce que je suis toujours son avocat. Il n'a pas déposé de demande. Il m'a pas contacté pour cela pour l'instant. Voilà, moi, il faudrait aussi voir dans quelle démarche il est. Et puis de toute manière, que les choses soient claires, on n'est pas remis en liberté conditionnelle comme ça. Hein. Il y a des expertises psychiatriques pour voir où il en est, quelle évolution il a. Bon, on peut noter déjà que dans les expertises psychiatriques qu'il avait subies, en 2005, on avait un pronostic qui était quand même assez sombre. En 2007, il était déjà un peu plus ouvert. Donc voilà, en 2 années, on a quand même des expertises qui avaient déjà évolué. Donc il faudrait voir aujourd'hui où il en est dans ses soins. Les premières années, il était suivi, à votre connaissance, sur le plan psychiatrique en prison ? De mémoire, il a été plus ou moins suivi parce que le problème, c'est que en prison, c'est compliqué d'être suivi. Oui, c'est la réalité. Ouais. Donc souvent, les psychiatres, vous en avez un tous les 2 mois. Enfin, ce sont des suivis qui sont compliqués. C'est pour ça aussi que on demande parfois à ce que les personnes dont on pense qu'il y a effectivement des troubles psychotiques et donc pathologiques soient plutôt placés en hospitalisation d'office où ils ont des soins. Ils reçoivent des soins plutôt qu'en détention, puisque les soins sont beaucoup plus compliqués. Donc, il a effectivement tenté des soins, mais après, je ne pourrais pas vous dire la régularité, mais il a malheureusement... tout dépendait de la régularité de la maison d'arrêt, surtout. Oui. Et enfin, du centre de la centrale, puisqu'on est parti en centrale. Oui, donc le passage maison d'arrêt, centre d'orientation et centrale, ça fait déjà 3 établissements. Et encore, si on ne mute pas en centrale, donc le suivi psychiatrique est compliqué. Oui. J'étais ravi de parler avec vous, Maître Pugliesi, du barreau de Paris. Bonne avocate. Enfin, d'après ce que j'entends. Enfin, moi, si j'avais des soucis, je la prendrais. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.